Salut les lectrices et les lecteurs! Aujourd'hui, on va tester un nouveau concept parce que je me suis rendu compte que les vidéos que je tourne habituellement sont un peu trop lourdes et du coup j'arrive pas à en produire assez pour vous parler de tous les livres que je lis. Comme vous l'avez vu dans mon bilan, j'ai lu environ 180 livres cette année et l'année dernière sur YouTube j'ai dû vous en parler que de même pas la moitié. Je trouvais ça dommage. Donc j'ai décidé de changer un petit peu le format et maintenant, toutes les semaines, je vous ferai un point sur les lectures que j'ai faites la semaine passée. Par contre, vous aurez toujours de temps en temps des vidéos thématiques ou des vidéos pile à lire lorsque je fais des challenges. Et il y aura toujours à la fin du mois les vidéos un mois, un pays, un livre, une recette. Alors c'est pas les vidéos qui marchent le plus, du coup n'hésitez pas à me dire si elles vous intéressent ou pas et pourquoi. Ou qu'est-ce que je pourrais améliorer pour rendre ces vidéos un mois, un pays plus sympa pour vous. Allez, trêve de blabla, on est parti pour mes lectures de la semaine. Cette semaine, j'ai fait 3 lectures, dans des genres assez différents, du coup, on y va. J'ai donc lu Son espionne royale et le collier de la reine. C'est le tome 5 d'un cozy mystery écrit par Rhys Bowen. C'est un cozy mystery, certes, mais c'est surtout un cozy mystery historique, parce que ça se passe dans les années 30 en Angleterre. Enfin, en Angleterre, pas tout le temps, puisque dans ce tome 5, ça se passe essentiellement sur la Riviera, donc à savoir à Nice, dans les années 30, à la période hivernale. Dans cette série, on suit Georgie, qui est de la famille royale à un degré assez lointain. Mais c'est pas parce qu'elle est de la famille royale qu'elle roule sur l'or ou qu'elle vit dans un château. En effet, elle est toujours plutôt en galère d'argent, à chercher du travail, sauf que en Angleterre à ce moment-là, c'est la crise. Et donc, pour Georgie, c'est la galère, ascendance royale ou pas. Comme souvent dans les tomes de cette série, la reine d'Angleterre se retrouve à confier une mission à Georgie. Dans ce tome 5, la reine demande à Georgie de retrouver un collier qui lui a été dérobé. Et c'est donc pour ça qu'elle doit se rendre à Nice pour rejoindre la bonne société anglaise qui s'y retrouve tous les hivers. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est vraiment le côté historique qui accompagne parfaitement des personnages assez rigolos. Et il y a aussi le côté enquête qui est toujours sympa. Alors évidemment, ça reste du cozy mystery, ça vole jamais très haut, c'est pas très sombre. Georgie se retrouve souvent dans des situations un petit peu cocasses. Mais moi j'aime bien cette ambiance, vraiment ce mélange cozy murder historique avec des personnages sympas. Et le tome 5 n'a pas fait défaut. Par contre, comme d'habitude, l'enquête elle met pas mal de temps à se mettre en place. Il y a beaucoup de rebondissements. Du coup, c'est pas forcément très réaliste. Mais en soi, c'est pas grave. Quand je vais dans cette série, je sais dans quoi je mets les pieds. Voilà, je m'attends pas à quelque chose de hyper réaliste. Par contre, certes, c'est pas réaliste au niveau des enquêtes, on va dire, et des rebondissements. Mais ce qui est réaliste, c'est tout le côté historique qui se base sur des faits réels et notamment sur des personnages qui ont réellement existé. Par exemple, dans ce tome 5, on fait la rencontre de Coco Chanel, qui a un rôle important à jouer dans le livre. Coco Chanel et d'autres personnes de son entourage. Il y a aussi des vraies personnes de la famille royale qui sont mis en scène et c'est toujours très sympa de les retrouver dans ce cadre et d'en apprendre un peu plus sur l'histoire anglaise et bon là en l'occurrence un peu l'histoire de Nice à cette période. C'était très sympa. Vous vous en doutez, côté troyomètre, on est sur du 1 sur 5, même pas peur, parce que c'est du cozy murder, c'est toujours léger. Et c'est un tome 5, alors certes, l'enquête est indépendante, mais je vous conseille vraiment de commencer la série dès le départ, parce que ça vous permettra de faire connaissance avec les personnages. Il y a des personnages récurrents, leurs liens entre eux sont importants, et je trouve que c'est mieux de commencer dès le tome 1 pour bien saisir les relations des uns des autres, et l'ambiance, etc. Le deuxième livre que j'ai terminé cette semaine, c'est 1000 femmes blanches de Jim Fergus. Ce roman a pour point de départ une proposition faite par le chef Cheyenne Little Wolf au président américain Grant dans les années 1874. Cette proposition du chef indien, c'est que le président Grant lui donne 1000 femmes blanches en échange de 1000 chevaux, et ce pour pouvoir repeupler la population indienne qui était décimée par les Américains. Alors, oui, c'est assez affreux de se dire « ils vont s'échanger des femmes contre des chevaux ». C'est assez horrible. Alors, c'est une fiction. Oui, cette demande a été faite par le chef Little Wolf à l'époque, mais ça n'a pas été implémenté comme... voilà, ça ne s'est pas réellement passé finalement. Mais dans ce livre, Jim Fergus prend le parti de dire « Ok, et si le président américain avait accepté d'échanger 1000 femmes blanches contre 1000 chevaux ?» Et donc, c'est cette histoire
qui est racontée là du point de vue de May Dodd. May Dodd, c'est une femme qui a été mise dans un asile par sa famille parce qu'elle avait des enfants avec un homme sans être mariée, et donc bien sûr, elle était folle. Donc on va la mettre dans un asile, bien évidemment. Voilà, ça aussi, c'est une partie qui est vraie, des choses qui se passaient vraiment à l'époque. Donc voilà, le côté historique est quand même assez respecté, même si l'auteur a pris des libertés. Et donc cette femme, May Dodd, on va suivre sa vie à partir du moment où elle a été mise dans un asile, et ensuite du moment où elle a accepté ce pacte d'aller vivre dans une tribu indienne, de se marier à un Indien pour faire des enfants. Et donc on va suivre tout ce périple. On va le suivre sous la forme de carnets, parce que May Dodd, elle tient des carnets. Donc on va suivre ces carnets de manière linéaire, à partir donc du moment où elle est à l'asile, et ensuite toute sa vie à la tribu avec les Indiens. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, double interprétation, on va dire, entre ce qu'elle vit, tous les impacts que ce choix qu'elle fait de quitter l'asile pour partir dans une tribu indienne implique. Du coup, en gros, c'est de se vendre en tant que femme, de servir de monnaie d'échange, d'accepter ça pour aller vers espérer une forme de liberté, mais en même temps d'avoir cette peur qui est sur ses épaules tout le temps, de se dire mais pourquoi j'ai fait ça et comment est-ce que ça va se passer, sachant que May Dodd, elle n'est pas seule, elle est avec d'autres femmes, un groupe de femmes qui sont dans le même cas qu'elle, qui vont se retrouver mariées à des Indiens. Il y a vraiment cette ambivalence entre, ok, du coup elles sont un petit peu plus libres parce qu'elles sont plus enfermées si elles étaient enfermées, il y avait des femmes en prison, il y en a qui étaient en asile, etc. Donc voilà, elles retrouvent une certaine liberté. Mais il y a aussi ce côté de se dire, c'est horrible d'imposer ça à des femmes. Mais on voit aussi ce que vivent les Indiens et l'impact qu'ont eu les Américains sur leur tribu, sur leur mode de vie, d'aller les enfermer dans des réserves, de les chasser de leur terre ancestrale. Et donc voilà, c'est vraiment cette ambivalence entre, oui, on comprend le désir des Indiens de vouloir repeupler. On comprend un peu moins que, ils veulent échanger des femmes avec des chevaux, mais parce qu'on ne vit pas à la même époque, on n'a pas vécu les mêmes trucs. Et voilà, puis en même temps, on a cette vision des femmes dans ce contexte qui est très intéressant. Au niveau du style, c'est assez fluide, mais il y a quand même des passages qui sont plus poétiques, plus dans la contemplation des paysages, dans la réflexion, dans la philosophie, et on est vraiment dans la tête de May Dodd. Elle nous retranscrit aussi les échanges avec les populations indiennes, avec d'autres femmes et les autres personnages qu'elle va rencontrer au fil des pages. Mais moi, j'ai trouvé que ça se lisait extrêmement bien. Il y a un truc qui m'a dérangé, mais c'est quelque chose de très méta. Ce livre, il est écrit du point de vue d'une femme, sauf qu'il a été écrit par un homme. Jim Fergus, il n'est pas indien, il n'a pas d'ascendance indienne, et il écrit sur une tribu indienne. Alors ok, je dis pas, on n'est pas obligé d'être une femme indienne pour écrire ce livre, mais parfois je me suis dit, est-ce que le point de vue quelque part n'est pas biaisé? Alors certes, je pense qu'il s'est basé sur des faits historiques réels, sur des modes de vie qui ont vraiment existé, mais est-ce que ce point de vue d'homme américain n'a pas teinté le texte? Attention, ça ne nuit pas du tout à la qualité du texte. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai appris plein de choses sur le mode de vie des Indiens, sur ce qui leur est arrivé au niveau historique. J'ai beaucoup apprécié qu'on soit du point de vue d'une femme. Ça, c'était vraiment très intéressant. En tout cas, je vous le recommande. C'est un tome 1, mais il y a une vraie fin. Donc en gros, on peut s'arrêter à ce tome 1. Moi, par curiosité, j'irai quand même lire la suite. Les tomes 2, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, parce que du coup, avec cette fin, il n'y a pas vraiment d'ouverture sur autre chose. Donc je suis quand même assez curieuse de voir vers quoi va aller l'auteur dans les tomes suivants. Il me semble qu'il y a actuellement 4 tomes qui sont sortis. Et niveau trouillomètre, on est sur du 1/5, mais attention, il y a quand même des scènes parfois très violentes. Il y a des scènes de violence sur les animaux, sur des enfants. Ça fait pas peur en soi, mais il y a quand même un peu de violence. Et pour rester dans un roman où les femmes ont le bol, j'ai lu Le Harem du roi de Jaili Amadou Amal. De cette autrice, j'avais lu Les Impatientes, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé très émouvant. Et donc là, dans Le Harem du roi, on est sur des thématiques qui sont assez semblables, mais à la fois différentes. Parce que dans Le Harem du roi, on est de nos jours au Cameroun. Seini et Boussoura sont mariés dans un couple monogame parce que le mari est contre la polygamie. Ils ont tous les deux des métiers, ils travaillent. Sauf qu'un jour, en fait, Seini est descendant d'une lignée de rois. Et on va lui demander d'être le nouveau roi. Et Seini va accepter ce rôle. Boussoura va freiner des cas de fer, lui dire mais qu'est-ce que je vais devenir? Parce que un roi, un lamido, ça peut avoir plusieurs épouses, ça a des concubines, ça a sous ses ordres des esclaves, même si l'esclavage de nos jours est interdit au Cameroun. Le système de l'amida fonctionne
toujours sous ce mode-là. Et donc Boussura va freiner des cas de fer par rapport à tout ça et son mari va lui dire « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu seras toujours mon unique femme. » Sauf qu'en fait, ça va pas être si simple que ça. Parce que le poids des traditions est très très fort sur les épaules de Seini. Et Boussura, elle va se retrouver confrontée à son mari qui change et contre lequel elle peut rien faire. J'ai trouvé ce roman hyper intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, je connaissais pas du tout ce principe de l'amida, ce système, on va dire, de chefferie, qui a un roi qui a un harem au Cameroun. C'était quelque chose que je ne connaissais pas et donc j'ai appris beaucoup de choses. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le roman se passe de nos jours. Donc on a vraiment cette opposition entre les traditions, la tradition du lamida, de la chefferie, et la vie que nous-mêmes on connaît en Europe, c'est-à-dire les téléphones portables, la télé, en gros la vie moderne face aux traditions. Et je trouvais que c'était très bien exprimé dans ce roman. J'ai aussi beaucoup aimé tous les sujets abordés par rapport aux droits des femmes et à leur position dans ce lamida, dans ce système de tradition. C'était très intéressant d'avoir le point de vue d'une femme qui écrit sur ce sujet, parce que Djaïli Amadou Amal est camerounaise, et c'est une femme. Ça me dérange moins là, parce qu'on est du point de vue d'une femme, c'est écrit par une femme. On est au Cameroun, c'est écrit par une Camerounaise. Ça prend tout de suite beaucoup plus corps, moi, quand je lis quelque chose comme ça. Donc ce roman m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé les différents personnages de femmes, parce que certes, on est du point de vue de l'épouse à la base, mais on va vraiment explorer les différents autres personnages féminins, ce qu'elles vivent, le rôle qu'elles ont, comment Boussura va ressentir tout ça. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que le roman se passe sur plusieurs années, et de nombreuses années même. Et donc on va voir étape par étape l'évolution à la fois de Seini en tant que roi, en tant que lamido, mais aussi du coup l'évolution de Boussura, à la fois de son rôle et de ses ressentis vis-à-vis de son mari et de sa situation en général. On va voir aussi ses relations avec les autres femmes qui va évoluer. Et donc ça, c'était vraiment bien d'avoir un roman qui s'étale sur plusieurs années comme ça, mais avec des ellipses temporelles, ce qui nous permet d'avancer vraiment par grands bonds et de voir l'évolution tout d'un coup. Moi, j'ai eu beaucoup d'empathie pour Boussura, pour sa famille aussi en général. Ce que j'ai aussi bien aimé, c'est qu'on n'était pas là pour entièrement taper sur Seini, sur le roi. Parce que oui, forcément, il n'a pas le beau rôle dans cette histoire, mais c'est bien expliqué. Son évolution est bien expliquée et bien amenée, et le personnage qu'il incarne reste humain quelque part. Et c'est ça qui était bien. C'était pas tout noir ou tout blanc. Il y avait vraiment beaucoup de nuances dans ce roman. C'était écrit avec beaucoup de sensibilité. Niveau du trouillomètre, on est sur du 1/5, même pas peur. Oui, il y a des thématiques un peu difficiles qui sont abordées, mais pas autant que dans Les Impatientes. Oui, voilà, forcément, c'est des sujets qui peuvent être parfois sensibles, mais ça restait très très soft par rapport aux Impatientes ou par rapport à d'autres livres qui parlent de polygamie par exemple. Et ce roman est un one-shot, donc vous pouvez y aller. Il n'y a pas de question de savoir si c'était un tome 1, un tome 12 ou un tome 23. En parlant de saga, vous remarquerez que je commence l'année en demi-teinte parce que je suis censée avancer sur mes sagas et en fait donc j'ai avancé sur ma saga Son espionne royale en quête de Rhys Bowen, mais j'ai aussi commencé une nouvelle saga avec 1000 femmes blanches, alors que je m'étais dit qu'il fallait que j'évite de commencer des sagas. Ça, c'était mes résolutions de début d'année. Avancer mes sagas, ne pas commencer de nouvelles sagas, et déjà ça pêche sur le deuxième. Mais bon, on se refait pas, c'est comme ça, c'est pas grave. Et voilà, c'en est tout pour mes lectures de cette semaine. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau format, sachant que je débute dans l'exercice, donc j'espère que ça ne pourra aller qu'en s'améliorant. N'hésitez pas à me donner votre avis général sur l'évolution de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao!